Bonjour à tous, c'est le petit yaourt et aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième vlog de la deuxième semaine du Pumpkin Autumn Challenge. Du coup, après avoir lu les 3 livres que je vous ai présentés... Bonjour à tous, c'est Dan. Non, tu es con. Je savais que t'allais faire une connerie, je savais que t'étais là en plus. Donc après avoir commencé mon challenge avec 3 lectures pendant la première semaine, j'ai continué avec le Bibliomancien. Donc c'est le premier tome de la saga Magie Ex Libris par Jim C. Hines chez les éditions La Talente. Il est super beau ce livre. 3 pages, c'est tout ce qu'il faut pour être complètement prise dedans. Et là j'en suis page 70. Donc on va suivre un mec qui s'appelle Isaac Vaigno, je ne sais pas. Et c'est un bibliomancien, évidemment. Et en fait, les bibliomanciens, ils sont capables de littéralement plonger leurs mains dans des livres et d'en ressortir des objets. C'est ça la magie qu'on trouve dans cette saga en 3 tomes. Et donc notre Isaac, lui, il est bibliothécaire. Il a plus trop le droit d'utiliser cette magie parce qu'il a fait un petit peu des conneries quand il était sur le terrain. Donc maintenant, voilà, il est juste bibliothécaire et son boulot, c'est de cataloguer des bouquins, donc de lire des bouquins. Alors lui, il est spécialisé dans la fantasy, la science-fiction, donc évidemment c'est succulent hein, parce qu'il connaît tous ses bouquins par cœur. On va avoir des tas de références, on va avoir des références à Twilight, évidemment, à Dune, à Star Wars, enfin plein de choses, et aussi à plein de bouquins que je ne connais pas. Donc il est en charge de les cataloguer, de les lire et de dire si tel livre peut être utile aux bibliomanciens dans leurs enquêtes en fait. Par exemple, imaginons, il lit un livre dans lequel, je sais pas, il est fait mention d'une potion qui est capable de guérir n'importe quelle blessure. Bon ben, il va marquer le passage dans le livre, parce qu'il faut à chaque fois retrouver le passage dans le livre. Donc c'est ça qui est un petit peu... faut être super rapide, quoi. Faut avoir une super mémoire, ou alors faut corner les pages. Et donc voilà, son boulot à lui, ça va être de cataloguer ça et de ranger, classifier, etc. pour faciliter le boulot des gardiens. Et donc les gardiens bossent pour une espèce d'organisation qui s'appelle Die Zwölf Portener. Je sais pas du tout comment on prononce ce truc. Donc une organisation secrète qui a pour but de protéger cette magie, de faire en sorte qu'elle tombe pas entre les mains de n'importe qui, parce que ça pourrait vite foutre la pagaille. En effet, puisque du coup, à cause de cette magie, on se retrouve dans le monde du livre à avoir des créatures magiques, forcément. Par exemple, il y a des vampires. Les vampires, ils peuvent apparaître lorsqu'il y a des personnes qui connaissent pas trop la magie, qui vont mettre leurs mains dans les livres et se faire mordre par un vampire. Imaginons, je mets ma main dans un Twilight et je me fais mordre par un vampire, et ben je deviens vampire. Et j'ai trouvé ça vraiment génial, parce que ça veut dire qu'il y a tout un tas de vampires différents. Et c'est génial. Et ça, c'est même pas... Voilà, ça fait que 70 pages que je lis, et il y a déjà tout un tas d'informations sur comment ça marche, la magie. C'est trop bien. Et sinon, c'est pas que ça, il y a aussi pas mal d'actions. Dès le début, on est dans l'action. Dès le début, il va se faire attaquer dans sa bibliothèque par 3 vampires. Et voilà. Pourquoi, on sait pas. Qu'est-ce que veulent ces vampires, on sait pas non plus. Mais là, ça fait déjà 70 pages et ça empire un petit peu crescendo. Ça fait beaucoup de blabla pour juste 70 pages de lu, mais ça s'annonce vraiment trop bien. Et sinon, je suis super contente parce que je viens de recevoir ce livre, donc c'est une épreuve non corrigée. Ça sort en octobre, je crois, c'est par Albin Michel et ça s'appelle Une cosmologie de monstres, c'est par Sean Hamill. C'est dans leur collection imaginaire. Ça a l'air trop bien. Alors évidemment, j'ai pas de résumé à vous montrer, mais ça a l'air excellent. Ça va parler notamment de Lovecraft. Et avec un titre pareil, moi je vous le dis, je le mets directement dans mon challenge. Juste après le bibliomancien, je pense que
je me fais ça. Et sinon, niveau série, on a commencé The Dark Crystal, série Netflix qui est sortie il y a pas longtemps. Donc si vous l'avez pas encore vue, je vous la conseille. On en est qu'au début. Mais c'est vraiment très très bien. C'est une série de fantasy qui reprend donc en fait l'idée et l'histoire d'un film qui était sorti, je sais pas trop si c'était années 80 ou 90, enfin ça date un petit peu. Et c'est avec des marionnettes. Et déjà, rien que pour ça, j'ai envie de dire, c'est assez couillu quand même. On est en 2019, faire une série de fantasy avec des marionnettes, uniquement des marionnettes. Rien que pour ça, j'ai envie de dire bravo les gars, parce que c'est super chouette. Et en effet, c'est vraiment super chouette. On est le 11 septembre, et ce soir, c'est la reprise du pâtissier, le meilleur pâtissier. Je pense qu'on peut dire que le meilleur pâtissier, c'est vraiment l'émission phare du Pumpkin Autumn Challenge. Déjà parce que, les gâteaux, ça donne faim, et puis, ben, je sais pas, quand on lit, on aime bien manger des gâteaux et boire du thé, hein, c'est bien connu. 2, parce que Cyril et Mercoq et Mercotte, on dirait qu'ils sont complètement... tout le temps. Chaque année, c'est de pire en pire. À chaque fois, ils sont complètement à fond dans leur délire, et c'est génial. Et puis pareil, à chaque fois, les candidats nous font mourir de rire. Et c'est toujours des caricatures, les candidats. Ils sont formidables. Donc on l'a fait rentrer dans la catégorie Jack-o'-lanterne pour le côté feel good, parce que c'est vraiment feel good le meilleur pâtissier. Hein. Nous, on est pété de rire du début à la fin. Et aussi pour le côté Halloween, parce que tous les ans, il y a tout le temps une émission spéciale Halloween. C'est vrai, avec des gâteaux plus ou moins moches. Encore quelqu'un qui a peut-être pas respecté les proportions. C'est-à-dire le gâteau, il est pas bien équilibré. Oh non, non, non. Non, ça l'évite pas, on va pas insister plus. Là. Ah, merci. T'as bien fait, bravo, c'est atterrissage forcé. Atterrissage forcé. Alors j'ai bien avancé dans le bibliomancien puisque j'en suis page 225. C'est vraiment très très bien. Comme je vous le disais, donc vraiment les 100 premières pages, elles permettent de poser toutes les règles par rapport à la magie dont je vous parlais un petit peu plus tôt. Mais c'est plutôt bien fait parce que c'est à petite dose, c'est pas tout d'un coup parce qu'il y a quand même pas mal de règles. C'est à petite dose et il y a quand même pas mal d'actions tout au long de ces 100 premières pages. Donc on le sent pas trop passer et voilà, c'est bien fait. Bon, je peux pas vous en révéler beaucoup plus sur l'histoire, sinon que le responsable derrière cette attaque de vampires et d'autres phénomènes plutôt perturbants se précise. Et c'est plutôt cool, franchement. C'est vraiment chouette. Alors je sais pas si l'histoire va être résolue dans ce tome-là ou si c'est quelque chose qui se poursuit sur les 3 tomes. Et sinon aujourd'hui j'ai reçu un autre livre, donc je suis assez contente. C'est Les Bizarres Catastrophe à Ugby City de Adam CC chez Bayard Jeunesse. Et alors avec les petites chauves-souris, les petits monstres et un titre pareil, eh ben, je vais me le rajouter dans ma pile à lire du challenge. En plus, voilà, c'est écrit gros, c'est illustré. Ça a l'air mignon et rigolo et c'est un auteur australien, donc c'est pour ça que j'avais envie de le recevoir. D'autant plus que le premier chapitre, j'ai vu, ça s'appelle La capitale de la Nouvelle-Zélande. Voilà, pour rester un petit peu dans la thématique. Donc voilà, finalement, par rapport à la pile à lire que je vous ai présentée pour le challenge, eh ben, je vais déjà un petit peu modifier mes plans puisque je vais rajouter les 2 services presse que j'ai reçus. Et j'ai retrouvé aussi dans mes cartons 2 exemplaires de chair de poule. Et je pense que je vais me les mettre aussi. Du coup, je crois que l'idée, c'est donc finir ça. Et ensuite enchaîner sur du jeunesse pour voilà, faire quelque chose d'un petit peu plus léger. Ensuite lire une cosmologie de monstres. Puis peut-être un chair de poule. Et ensuite, bon, je ne sais pas. Je prévois un petit peu trop là. Et sinon, là, eh bien, on va au cinéma voir ça. Chapitre 2. J'ai hâte.
j'ai fini le Bibliomancien tout à l'heure. C'était vraiment très très bien. Mais ça, on le savait déjà. Donc vraiment, les gros points forts du roman, c'est 1. La magie, le système de magie, qui est assez complexe, mais très bien expliqué tout au long du roman. Il y a plein de règles, il y a plein de choses à savoir sur sa création, sur comment elle fonctionne, etc. Et ça, c'est vraiment passionnant. C'est hyper original. Ensuite, ben, on s'ennuie pas. Malgré toutes ces explications, il y a énormément d'actions, il y a vraiment plein d'aventures. Et ben, évidemment, je vais acheter le tome 2 et le tome 3. Et ce qui est bien, c'est que ça finit pas sur un cliffhanger. Donc je suis pas obligée de lire le tome 2 tout de suite. Donc je vous recommande vraiment, surtout si vous êtes très fan de fantasy, science-fiction comme moi, ça va forcément vous plaire, c'est un peu obligé. Du coup, j'ai tellement aimé que je vais en faire une petite chronique sur pugoscope.fr, donc n'hésitez pas à dérouler la description en dessous, puisque je pense que quand je sortirai ce vlog, l'article sera déjà sorti, donc il sera en lien en dessous. Du coup, comme j'avais dit, hein, je vais alterner lecture jeunesse, lecture adulte. Donc là, je vais me plonger dans Les Bizarres, le tome 1, Catastrophe à Huggabay City de Adam C.C. Si, je ne sais toujours pas comment on le dit. Alors, petite update sur Les Bizarres, Catastrophe à Huggabay City. J'ai lu 80 pages depuis hier. Donc on suit 3 personnages qui s'appellent Kip, Tobias et Coralie, qui habitent donc dans la ville d'Huggabay City, qui a pour particularité d'être une ville plutôt bizarre. Le bizarre est la norme de cette ville, puisqu'ils ont une prof de maths qui est sorcière, il y a un pirate qui n'est pas un pirate. Il y a tout un tas de choses bizarres dans cette ville, jusqu'au jour où les parents de Kip vont devenir normaux. Du jour au lendemain, toute trace de bizarrerie a disparu d'eux. Et donc c'est ça la catastrophe de Huggabay City. Et donc nos 3 personnages vont bien évidemment enquêter pour savoir qui est derrière tout ça et que se passe-t-il. Donc voilà, on est plutôt sur une enquête avec des choses un petit peu bizarres. Pour le moment j'aime bien, ça se lit très vite, l'écriture est plutôt sympa, hein. On a un narrateur, donc l'auteur de ce livre est le narrateur. Et il n'hésite pas à nous parler toutes les 2-3 pages en nous apostrophant en tant que lecteur. Donc c'est plutôt rigolo. C'est vraiment le genre de petite lecture qui se faufile bien entre 2 lectures un petit peu plus denses. Donc comme je pense que le livre que je lirai après sera plus dense, vu qu'il va parler de Lovecraft, c'est pas mal, c'est bien. Hein. Alors j'ai fini Les Bizarres, le tome 1, Catastrophe à Huggabay City, je pense que ça se prononce plutôt comme ça. J'ai dit Huggabay parce que j'étais à fond sur l'Australie, machin. Mais je pense qu'on dit plus Huggabay. Hein, vu que les habitants sont des Huggabiens. Bref, donc je l'ai terminé. C'était bien. Je dirais pas que c'était très bien, c'était pas un coup de cœur ni rien. Mais c'était plutôt pas mal. Donc comme je vous l'avais dit, on suit une petite enquête dans cette ville de Gabi où bien le bizarre est la norme et où Kip va un jour retrouver ses parents qui normalement sont bizarres, devenus complètement normaux. Donc sur le coup il va être un peu content parce que c'est ce qu'il avait rêvé depuis longtemps, avoir des parents normaux. Mais en fait il va se rendre compte que en fait c'est pas top parce que ses parents, si ils ne sont plus bizarres comme avant, et bien ils ne sont plus eux-mêmes en fait. Donc on va assister à la petite enquête de Kip, de Coralie et de machin truc, comment il s'appelle, Tobias, qui va les mener jusqu'à un certain monsieur un petit peu louche. Voilà, j'en dirai pas plus. C'était plutôt bien, on s'ennuie pas, ça se lit très vite. Franchement, pour les enfants, c'est top. Et surtout, ce que j'aime bien, en fait, c'est le message derrière. Parce que, évidemment, c'est une petite critique de notre société qui a tendance à tout aseptiser, à tout vouloir normaliser, à ce que tout le monde soit pareil, soit habillé pareil, à ce que tout le monde passe pareil, à ce qu'on soit des petits moutons. Vous savez que moi, c'est vraiment pas du tout mon genre de truc. C'est quelque chose qui m'horripile. Du coup, j'adore que ce message soit en faveur des marginaux, des gens bizarres, des gens différents. Même si là, évidemment, on est quand même sur du lourd, quoi. On est sur des gens violets, des gens... C'est complètement loufoque ce qu'il y a là-dedans. Évidemment, ça n'existe pas dans notre monde. Mais
faut pas oublier que c'est pour les enfants, mais le message est là, et du coup c'est un message important pour les enfants. Après, ce sera pas le livre le plus mémorable du monde, je sais pas si je lirai la suite, si je l'achèterai. En tout cas, voilà, c'était quand même une lecture sympa que je recommande. Et du coup, ça y est, je l'ai commencé et je l'ai d'ailleurs bien bouffé. Une cosmologie de monstres par Shawn Hamill chez Albin Michel Imaginaire. On est sur du fantastique, pour l'instant très léger le fantastique, mais il est là. Et j'en suis à la moitié, mais je l'ai bouffé. C'est génial, j'adore. Il se passe rien, mais j'adore. Ça donne envie. Comment résumer ce livre? On va suivre en fait une famille. La famille Turner, dès le début, c'est-à-dire dès la rencontre entre monsieur et madame Turner quand ils étaient à l'université. Et on va suivre leur famille grandir et évoluer au fil des ans avec quelques petites ellipses et quelques petits éléments fantastiques et inquiétants, mais vraiment toujours par petites touches, c'est assez subtil. Et pourquoi ça se bouffe, eh ben j'en sais rien. Parce que, ouais, il se passe pas forcément énormément d'action, mais les personnages sont vraiment bien définis. Il y a un petit côté Stephen King, vous voyez, dans ces personnages vraiment bien travaillés, qu'on comprend très vite, qu'on arrive vraiment à intégrer très facilement. Il y a quelques références aussi dès le début qui sont très sympathiques, notamment à Lovecraft. Il est fait mention de Rosemary's Baby, voilà, de pas mal de références un petit peu horrifiques et inquiétantes, puisque le père de famille est un grand fan d'horreur. Et donc il y a une petite histoire de monstre qui apparaît au fur et à mesure du roman. Et du coup c'est hyper addictif parce que j'aime bien cette famille, enfin, même si elle est assez dysfonctionnelle, il y a pas mal de problèmes dans cette famille. Elle est un petit peu atypique sans non plus être complètement chelou, hein, puisque donc le père est fan d'horreur, donc de Lovecraft. Ils vont construire dans leur jardin une espèce de maison hantée pour Halloween. Oui, donc en plus il y a Halloween à un moment donné dans le bouquin, donc ça marche bien pour cette saison. Et voilà, c'est plein de petites choses un petit peu étranges qui font que on bouffe parce qu'on a envie de savoir qu'est-ce qui va se passer après. Et en plus, à chaque fin de chapitre, on a quelques pages qui sont vraiment cheloues, qui font vraiment penser à Lovecraft et qui me donnent l'impression que la fin du roman, je vais tomber sur le cul. Ou peut-être pas, hein, mais ça sent le pas le Cthulhu, mais le monstre et la cité Lovecraftienne. Bon, j'ai fini une cosmologie de monstres. Je l'ai déjà dit, hein, mais c'était trop bien. Donc je le mets dans la catégorie les freaks, c'est chic. Pour le côté bien monstre. Hein. Donc effectivement, la fin enlève un petit peu le mystère fantastique qui planait de façon subtile sur tout le roman. Et la fin montre vraiment que le récit a été très bien construit. Franchement, l'auteur a fait un super boulot. Il a fait un roman hyper addictif. C'est vraiment une rencontre entre Stephen King, Lovecraft et un petit côté E.T. Et voilà, c'est un joli hommage à Lovecraft et ça me donne envie de lire du Lovecraft. Mais j'en ai pas là. Voilà, là comme ça à chaud, je sais pas quoi dire de plus, si ce n'est que j'ai aimé du début à la fin, que je vous le conseille complètement, que les fans de Lovecraft vont apprécier, je pense. Et si vous voulez en savoir plus, eh bien je pense que je vais en faire une chronique plus complète, sans spoil, hein, mais une chronique plus complète sur pugoscope.fr. Donc n'hésitez pas à regarder dans la description en bas si le lien de l'article est là. Sinon, s'il n'est pas là, c'est qu'il n'est pas encore sorti. Donc il faut juste attendre un petit peu. Voilà. Du coup, c'est
tout pour mes lectures là de ce vlog là. Les prochaines lectures que je vais faire, eh bien, elles seront dans le prochain vlog. Mais je peux déjà vous dire que je vais lire un Chair de poule. J'ai La nuit des disparitions et Les fantômes de la colo avec un magnifique petit stickers de Marie l'abeille. Pas Maya l'abeille, Marie l'abeille. Voilà, j'ai jamais lu, je crois, de Chair de poule de ma vie. Ou alors je ne m'en rappelle plus. Donc ça sera dans le prochain vlog. Avec d'autres lectures évidemment, parce que je vais pas lire que ça, hein, on est d'accord. Même si techniquement à partir de la semaine prochaine, j'aurai beaucoup moins le temps pour lire, puisque je vais travailler. Alors cette semaine, j'ai lu Le bal des 12 princesses, une petite BD assez sympathique. C'est sorti chez les Aventuriers de l'Étrange dans leur collection Les Merveilleux Contes de Grimm, avec la jolie couverture un petit peu dorée comme ça. Bon, j'imagine que vous avez compris le principe. Cette collection, elle adapte des contes de Grimm en version BD, avec des petites libertés parfois. Donc là, c'est Maria Surdekane qui se charge d'adapter Le bal des 12 princesses. Donc elle fait le dessin, elle fait le scénar, et en fait on l'avait déjà vu dans son autre bande dessinée qui était sortie il n'y a pas très longtemps, on vous en avait déjà parlé, ça s'appelait Au cœur des terres ensorcelées, et c'était vachement bien, on avait pu découvrir son trait, son style de dessin, et c'est quelque chose qu'on adore énormément, un petit peu carte à gratter, image d'Épinal, ce genre de choses, ça donne un côté un peu ancien, un petit peu vieillot, et ça marche super bien avec le conte. Donc c'est un conte, mais c'est pas que pour les enfants, parce que c'est écrit de manière à ce qu'il y ait plusieurs niveaux de lecture. Donc les enfants aimeront bien l'histoire, ça commencera à poser des bases de réflexion, parce que le but du conte, c'est aussi voilà, de réfléchir, ça fait réfléchir sur la société, voilà, c'est une satire un petit peu de notre monde, et comme c'est toujours un petit peu réaménagé par les auteurs, ils donnent une dimension moderne. Dedans, ils y mettent un petit peu de leur questionnement, de leur vécu, et ça donne une œuvre un petit peu personnelle. Dedans, ça peut par exemple parler de la place de l'artiste créateur au sein de la société. Ça parle aussi de se détacher du passé, de la course à la modernité, la société d'expansion dans laquelle on vit. Il y a pas mal de petites réflexions qui sont vachement intéressantes et dont on ne fait pas forcément attention à la première lecture, mais c'est super cool. Bref, si vous voulez en savoir plus, j'ai fait un article sur pogoscope.fr, le lien sera dans la description. Et pour le Pumpkin Autumn Challenge, j'ai mis cette BD dans la catégorie Mon voisin le Kodama, pour le côté légende, esprit aussi un peu. Sinon, cette semaine, on est aussi allé au cinéma, et ça fait plusieurs jours maintenant qu'on doit mettre notre avis sur ce film dans ce vlog, donc sans plus tarder, parlons de Ça, chapitre 2. Donc sans surprise, c'est la suite de Ça, chapitre 1. C'est toujours réalisé par Muschietti, qui avait donc fait le premier volume et qui avait aussi réalisé Mama, un film que moi j'ai beaucoup aimé. Le petit yaourt, il l'a vu aussi et avait bien aimé. Voilà, on retrouve un petit peu sa patte qu'il avait beaucoup travaillé dans le premier film Ça. Donc voilà, niveau réal, si vous avez aimé le premier, je pense que vous aimerez celui-là. Il y a vraiment une ambiance, même une direction artistique, et des types d'effets spéciaux utilisés avec des personnages fixes au premier plan et l'arrière-plan qui devient trouble ou qui bouge ou ce genre de choses. Ça donne une bonne ambiance au film. Après, il y a peut-être un petit peu trop de jumpscare. Niveau scénar, ça tient complètement la route. J'avais peur que ça fasse un peu redite avec le premier film, et non, ils arrivent à aborder de nouveaux points. Il y a quand même un passage au milieu du film qui fait un petit peu redite avec le premier film. Dans le premier film, les personnages affrontent leurs peurs, leurs démons personnels. Bon, ça reste quand même bien ficelé. Et puis on retrouve aussi des petits éléments qui sont ce que j'appellerais la patte Stephen King, c'est-à-dire l'horreur ordinaire, avec il y a un clown monstrueux, il y a des monstres, il y a ce genre de choses, mais il y a aussi les humains qui sont parfois plus horrifiques, plus angoissants, la société humaine qui est beaucoup plus tournée dans l'horreur qu'en fait que les monstres, avec notamment toute la haine qu'on croise au quotidien. Et donc le film se passe 27 ans plus tard, il me semble, une petite trentaine d'années après. Les enfants du premier film ont grandi, sont maintenant adultes, ils ont tous quitté la ville, et
Le truc, c'est que tous les 27 ans, ça revient. Et donc du coup, ils sont obligés de revenir eux aussi. Et les acteurs qui sont choisis pour jouer les versions adultes des enfants, je trouve qu'ils leur ressemblent pas mal. On arrive bien à identifier qui est qui. Niveau des traits de caractère, c'est vrai qu'il y a quelques petits changements, certains voulus. Mais globalement, voilà, ça tient bien la route. On a vraiment apprécié ce film, mais on a préféré le premier. Ouais. Et concernant le Pumpkin Autumn Challenge, on a mis ce film dans la catégorie les freaks, c'est chic, parce que monstre, et puis cirque, forcément, c'est un clown. Qu'est-ce qu'on a fini cette semaine en série? The Dark Crystal, c'était trop bien. Donc perso, c'est une série que j'attendais beaucoup. J'avais suivi un petit peu le projet il y a un petit moment, j'avais regardé les bandes annonces et tout, ça me hypait bien. J'avais montré au petit yaourt, elle était moins chaude, mais j'avais réussi à la motive quand même. Du coup, on l'avait regardé. Du coup, là, on a terminé. Et du coup, on a grave kiffé. Donc, j'avais pas fait le résumé la dernière fois parce qu'on en était qu'au début, mais Dan va pouvoir nous résumer ça en un claquement de doigts. Donc, on est sur le monde de Thra, qui est une planète qui a en son cœur un cristal qui aide à la faire tourner. Sur ce monde, il y a deux grandes races. Il y a les Skeksis, qui sont un petit peu les méchants, voilà. Et il y a les Gelflings, qui sont les gentils. Les Skeksis, c'est des gros types un peu lézards, voilà. Et les Gelflings, c'est des petits elfes tout mignons. Le truc, c'est que les Skeksis, avides de pouvoir, ils puisent de l'énergie dans le cristal, jusqu'à ce qu'ils en cassent un petit bout. Et du coup, le cristal, il devient un petit peu plus foncé, et il commence à faire mal tourner la planète. Il y a ce qu'on appelle l'obscurcissement, the darkening, et il va falloir réussir à équilibrer les forces, donc il y a tout un système de chasse à l'obscurcissement. En même temps, les Gelflings, ils vont commencer un petit peu à se rebeller contre les Skeksis, mais c'est pas facile parce qu'ils ont toujours vécu un petit peu comme des cerfs. Puis ils sont pas non plus super, c'est pas des guerriers, ils sont un peu tranquilles, voilà. Un peu naïfs aussi. Un peu naïfs aussi, ouais. C'est vraiment une histoire de fantasy, donc on est vraiment sur un monde qui a rien à voir avec le nôtre, avec des races qui ont rien à voir avec ce qu'on a chez nous. Par contre, c'est de la fantasy très très pure, on n'est pas perdu non plus. Voilà. C'est pas l'histoire la plus dingo du monde, mais c'est vraiment bien fait. Mais le gros point positif de cette série, mais qui va aussi en rebuter certains, c'est que tout est fait avec des marionnettes. Entièrement. Et les décors sont faits à la main. Après, il y a aussi quelques petits plans en CGI, donc que ce soit des fonds verts pour des décors, ou alors il y a quelques plans de mouvements de personnages qui sont faits en CGI aussi. Mais globalement, c'est magnifique. Ouais. Moi, franchement, il n'y aurait pas eu d'histoire, j'aurais pu regarder 10 heures de marionnettes, c'est tout. Ouais. C'est vrai que, dès le premier épisode, ça fait un petit peu bizarre parce que moi, j'ai pas du tout l'habitude de regarder des marionnettes. Hein. Et puis les effets spéciaux maintenant au cinéma c'est tout en CGI, donc on n'a plus de monstres en marionnettes non plus. Mais une fois qu'on a intégré le fait que ce sera des marionnettes tout le temps, et qu'on se plonge dedans, et qu'on se laisse prendre par l'univers qui est tellement beau, avec ses décors, ses couleurs, c'est tellement, il y a un soin tellement particulier à tout cet univers-là qu'on se laisse complètement prendre dedans, et on en oublie que c'est des marionnettes en fait. D'autant plus que les marionnettes sont hyper impressionnantes. Déjà, elles sont hyper belles. Et il y a un boulot incroyable, vraiment, pour les animer, pour leur donner vie. On était tellement impressionnés qu'après avoir fini la série, on a tout de suite regardé le making-of. Enfin, le boulot monstre. Ouais. En plus, ce qui est bien, c'est qu'il y a une grosse partie de l'équipe créative de la série qui avait bossé sur le film, qui ont l'habitude de bosser sur ces marionnettes. Et on a vu... Ils montraient comment ils avaient amélioré les marionnettes, comment c'était complètement ouf par rapport au film qui était déjà ouf. Enfin, voilà, je suis impressionné par le boulot, par l'univers créé, que ça soit au niveau des marionnettes, au niveau de l'ambiance, au niveau de l'univers fictif, de l'histoire. Même la musique était cool. Trop bien. Franchement, j'avais rien à redire sur cette série. J'étais complètement emportée par la magie. Ça avait un côté un peu nostalgique, film de fantasy des années 90, avec des films comme l'Histoire sans fin, Labyrinthe, même si je l'ai pas vu, ce genre de choses. Donc pour l'automne, c'est top en fait, je trouve.
Et surtout, je sais pas ce que ça donne en français, mais c'est vraiment une série à regarder en VO, en anglais, parce qu'elle a un casting de folie. Alors déjà, on a Taron Egerton, qu'on a vu dans Kingsman. Il y a Anya Taylor-Joy. Qui joue l'autre personnage principal qu'on a vu dans The Witches, Ouais. c'est ça? Et puis dans pas mal d'autres trucs aussi. Ouais. Puis au niveau, voilà, gros casting, il y a aussi Jason Isaacs, Lucius Malfoy, Mm. qui joue l'empereur des Skeksis. Mm. Il y a Simon Pegg, qui joue le chambellan. Fais ton Mm. imitation, fais ton truc. Non, je veux pas. Yes. Yes. Il y a Marc Hamill. Marc Hamill, qui Allez. joue le scientifique des Skeksis. Puis voilà, il y a encore plein d'autres acteurs, il y a vraiment un gros casting. Il y a Helena Bonham Carter, il y a Machine Lena Dunham, Cersei dans Game of Thrones, il y a celle qui fait Miss Sunday dans Game of Thrones aussi. Il y a aussi une troisième meuf de Game of Thrones là. Ah oui, ouais. Bref, il y a vraiment un casting voix vraiment super et on sent que les acteurs ils sont vraiment à fond dans leur personnage et en même temps, bon bah les marionnettes sont animées par des marionnettistes qui sont aussi des acteurs à part entière. Donc les marionnettes ont vraiment leur vie propre, ce sont vraiment de vrais personnages. Donc si vous n'avez pas vu The Dark Crystal, regardez la série. Et si vous avez vu la série, regardez le making of. Et si vous avez vu le making of, bah voilà, vous pouvez finir votre vie. C'est bon, c'est fini. Voilà. Donc cette série, on la range dans la catégorie Mon voisin le Kodama pour le côté légende, esprit. Ça marche aussi pour voyage hein, parce qu'il y a un côté ils se déplacent beaucoup les personnages, vu qu'il y a une quête, etc. Il y a beaucoup de forêts, il y a beaucoup de nature. Donc ça rentre complètement dans cette catégorie. Oui. Donc voilà, je pense que c'est à peu près tout pour cette deuxième semaine de challenge qui était encore bien remplie. Donc on espère que ce vlog vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et puis en attendant, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles lectures, séries et films du Pumpkin Autumn Challenge. Voilà, et on vous fait des gros bisous. Un gros toutou. Ah, non, mais pas ton gros nez sur l'objectif. Donc, comme je vous l'avais